Europe 1, le 22-30. L'écho du jour, Jean-Michel Duez. Bonsoir Gaël Giraud. Bonsoir. Vous êtes l'auteur du livre Illusions financières qui vient d'être réédité et réactualisé aux éditions de l'Atelier. C'est un livre dans lequel vous analysez en tant qu'économiste, mais aussi en tant que jésuite que vous êtes. Vous analysez la crise actuelle et la façon dont la finance a dévoyé l'économie actuelle et européenne surtout. Et il y a un chiffre que vous mentionnez à plusieurs reprises et qui est extrêmement important, c'est que le bilan de certaines banques françaises équivaut au PIB de la France. Alors, ça vaut le coup de rappeler ce chiffre, ces chiffres d'ailleurs. Alors ce chiffre, c'est tout simple, c'est que l'actif au bilan d'une banque comme BNP Paribas, c'est 2000 milliards d'euros, ce qui est l'équivalent du PIB français. Ce qui veut dire qu'une grande banque comme BNP aujourd'hui pèse la richesse que notre pays est capable de produire en un an. Et vous prenez aussi le bilan des 4 plus grandes banques françaises. Si on additionne l'actif au bilan des 4 plus grandes banques françaises, donc BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole et BPCE Natixis, on obtient plus de 300% du PIB. Ce qui veut dire que ces 4 banques à elles seules représentent plus de 3 fois la richesse totale produite par notre pays en un an. On ne va pas reprocher en même temps aux banques d'avoir des bilans positifs et extraordinaires, non? Alors, la question n'est pas simplement qu'elles aient des bilans positifs extraordinaires. Ça veut dire que si l'une de ces banques venait à faire faillite, ça coûterait plus qu'un bras à la France aujourd'hui pour la sauver. Et c'est ça la difficulté que j'essaie de souligner en mentionnant ce chiffre, c'est que nos banques sont devenues des espèces de monstres gigantesques, tellement gros que non seulement on ne peut pas les laisser tomber, elles sont too big to fail, mais qu'on ne peut même pas les sauver, elles sont too big to save. Alors comment est-on arrivé à ce gigantisme bancaire ? Alors, comment est-ce qu'on est arrivé à cette situation? Les banques elles-mêmes ont couru à une forme de gigantisme bilanciel au niveau de leur bilan. BNP Paribas, par exemple, avec le rachat de Fortis, a cru de 30% en 3 ans pendant la crise. Je pense que l'une des raisons de cette course à la taille, c'est que les banques savent très bien elles-mêmes, excusez-moi, que plus elles sont grosses, moins elles pourront être laissées tomber par l'État. Et par ailleurs, comme elles bénéficient de la garantie publique, elles peuvent en fait baser une partie de leur business model, de leur modèle de travail, disons, sur le fait qu'elles empruntent à taux très bas sur les marchés financiers grâce à la garantie publique et qu'elles reprêtent beaucoup plus cher à l'économie réelle. Et la marge entre les deux est considérable et c'est ça qui explique, à mon avis, en grande partie l'essentiel des bénéfices de nos grandes banques, qui leur permet finalement de continuer à grandir en toute impunité. Mais est-ce que ce scénario catastrophe d'une faillite des banques est quelque chose de plausible ? Alors, ce n'est pas du tout un scénario qu'évidemment je souhaite que j'appelle de mes voeux, et personne ne l'appelle de ses voeux. Simplement, je pense qu'il est important qu'on prenne conscience aujourd'hui du fait que nos banques ne sont pas du tout aussi solides qu'on voudrait le croire. Alors, on peut citer pour ça plusieurs études. Une première qui est de l'OCDE, qui montre que sur les 8 banques européennes les plus proches de la faillite, les 4 d'entre elles sont les banques françaises, sont nos 4 grandes banques françaises. Un autre travail d'un groupe indépendant qui s'appelle Global Finance, qui fait la liste des 50 banques les plus sûres du monde, les plus safe. Et parmi ces 50 banques, aucune des 4 banques françaises, des 4 plus grandes banques françaises ne figure. En revanche, d'autres banques françaises font partie des 50 les plus sûres du monde, le Crédit Mutuel et la Poste. Ce qui montre qu'on peut être une banque française et être une banque sûre, mais pas dans le modèle qu'ont adopté aujourd'hui les 4 plus grandes banques françaises. Alors dans Illusions financières, vous posez également une grande question pour vous, c'est le financement de la transition écologique. Ça, c'est l'enjeu de demain et c'est même un financement et une transition particulière que vous développez. En fait, il faut vraiment passer à un autre mode énergétique que le mode fossile. Par exemple, le gaz de schiste, vous êtes déjà au-delà, quoi. Oui, parce que le gaz de schiste, à supposer que nous en ayons beaucoup, si j'en crois mes amis ingénieurs avec lesquels je discute, nous permettra en gros de ne pas importer de gaz pendant 2 ans, pas beaucoup plus. Bon. Ce qui veut dire que je suis de ceux qui se laissent facilement convaincre par les arguments des ingénieurs montrant que nous ne pouvons pas baser une nouvelle croissance française et a fortiori européenne sur le gaz de schiste. Par ailleurs, la menace principale qui pèse aujourd'hui, à mon sens, sur l'économie européenne et en particulier sur l'économie française, c'est celle de tomber dans ce qu'on pourrait appeler une trappe à liquidité. C'est la menace déflationniste. C'est en gros la menace du scénario japonais. Alors, en quoi consiste-t-elle? Ce qui se passe au Japon, c'est que le Japon a connu dans les années 90 une espèce de répétition générale de la crise des subprimes et que la Banque centrale du Japon a tardé à intervenir, contrairement, heureusement, à ce qu'a fait la BCE chez nous. Du coup, l'économie japonaise est entrée dans une espèce de léthargie où tous les acteurs économiques s'attendent mutuellement. Tout le monde se dit que les prix demain vont baisser. Ce sont les anticipations déflationnistes. Du coup, les ménages, par exemple, qui doivent acheter un appartement se disent j'achèterai mon appartement demain, ça me reviendra moins cher. Les entreprises qui doivent investir se disent j'investirai demain. Du coup, tout le monde attend. Le lendemain, les prix baissent et tout le monde se dit j'ai bien eu raison d'attendre, je vais attendre une journée de plus. Et du coup, le moteur économique du pays tombe en léthargie. Le pays n'a plus de croissance, les prix ne montent plus, c'est vrai. Le chômage augmente doucement.
Bon. Et ça, c'est une situation extrêmement paradoxale. Et qui, selon vous, menace la France. Qui menace vraiment l'Europe aujourd'hui. La Grèce est déjà tombée dans la trappe déflationniste, la trappe à liquidité. L'Espagne est sur le bord d'y tomber. Le Portugal, probablement, y est déjà. Et si nous continuons l'austérité budgétaire que nous souhaitons pratiquer, semble-t-il, en France aujourd'hui, c'est la première menace, à mon avis, qui pèse sur l'économie française. Alors, est-ce que quand les Français économisent 40 milliards d'euros, c'est ce qu'ils ont fait depuis octobre dernier dans le livret A et le LDD, est-ce que c'est une forme d'attentisme, ça? Alors, en effet, c'est-à-dire on pourrait se demander aujourd'hui, vu les besoins de financement qui sont les nôtres, est-ce qu'il ne serait pas préférable que ces 40 milliards soient investis? La question, c'est où? Si c'est pour qu'ils soient investis dans les marchés financiers, c'est-à-dire sur des investissements qui ont des très forts rendements à très court terme, mais dont l'utilité sociale est vraiment très problématique aujourd'hui, donc on peut se demander vraiment si les investissements sur les marchés financiers servent à l'économie réelle, alors, dans ce cas-là, je comprends très bien que les Français préfèrent épargner. Alors, mais s'ils investissent ailleurs et où? Alors, ils devraient. La question, c'est que des idées. C'est toute la difficulté aujourd'hui, c'est que les pouvoirs publics proposent des financements longs qui permettent de financer la transition écologique. Alors peut-être je dis deux mots sur la transition écologique, c'est-à-dire que l'idée qui est derrière, c'est que notre économie aujourd'hui est extrêmement dépendante des énergies fossiles et que le meilleur moyen pour elle de se libérer de cette dépendance, qui pourrait lui être fatale, c'est d'engager la transition écologique pour laquelle Madame Delphine Batho, la ministre, a lancé un comité d'experts qui réfléchit en ce moment même sur cette transition. Quels sont les grands chantiers de la transition? La rénovation thermique des bâtiments, l'écomobilité, c'est-à-dire une mobilité verte, et puis la rénovation des processus industriels et agricoles pour les verdir. Alors, c'est des chantiers absolument pharaoniques qui sont voués à nous occuper pour les 50 prochaines années au moins, qui constituent un véritable projet de société, à mon avis, et dont le principal obstacle est le financement. Parce que, disons, les processus industriels, on les a, la technologie, on la connaît, on a des très bons ingénieurs, on a des grands majors industriels qui attendent de pouvoir amorcer la transition et qui ont tous besoin simplement de financement. Mais vous dites que l'argent existe, il suffirait que les banques, finalement, créent un petit peu de liquidité, prêtent de l'argent pour ça, c'est ça? Voilà, exactement. La question, c'est il faudrait prendre conscience du fait que le métier d'une banque, c'est de créer de la monnaie pour financer des investissements réels. Et c'est ce que vous démontrez d'ailleurs dans votre livre. C'est ce que j'essaie de montrer. Et c'est ce que beaucoup de banques ne font plus aujourd'hui. Sur le total de bilan des grandes banques françaises, vous n'avez que 22% du total de bilan des banques françaises qui servent à l'économie réelle, c'est-à-dire aux ménages et aux entreprises. 22% seulement. Tout le reste, ce sont des activités de marché qui ne sont pas orientées vers l'économie réelle. Alors, la grande question aujourd'hui qui nous est posée, c'est comment construire la tuyauterie financière de manière que l'épargne des ménages en France, qui est extrêmement abondante, puisse être orientée vers le financement de la transition écologique, et non pas soit simplement vers le livret A, par exemple, ou bien, a fortiori, vers des investissements de marché qui sont probablement inutiles pour l'économie réelle. Le constat que vous dressez dans votre livre est quand même assez sombre, mais il y a une petite lueur d'espoir parce que vous dites à la fin, je rencontre quand même des banquiers qui ont compris qu'il faut changer de système financier. Ils existent vraiment, ces banquiers-là? Oui, tout à fait. Il y en a beaucoup. Simplement, c'est difficile pour chacun, pris isolément et individuellement, de faire bouger le système. Donc, nous n'arriverons pas à modifier le modèle bancaire européen, à mon avis, s'il n'y a pas à la fois une prise de conscience interne dans les banques, au niveau de la classe politique, au niveau du régulateur et au niveau des citoyens qui poussent pour qu'on change de modèle. Changer de modèle, ça veut dire quoi? Ça veut dire notamment rompre avec ce pseudo-modèle de la banque universelle dans laquelle nous sommes complètement enfermés aujourd'hui en France. Et là, vous avez exprimé votre déception. On va parler de cette loi sur la réforme bancaire. Vous êtes l'auteur d'une note dont on a beaucoup parlé, qui dénonce ce texte. Pour vous, il ne répond pas du tout à la promesse qu'avait faite François Hollande de séparer les activités de dépôt et de spéculation des banques. Au contraire, même finalement, ce texte qui est en cours de discussion, il protège les banques en cas de faillite, c'est ça? Tout à fait, oui. Alors, je crois que plus personne aujourd'hui ne fait semblant de croire que le projet de réforme de M. Moscovici sépare les banques. Le ministre lui-même, d'ailleurs, reconnaît qu'il ne sépare pas. Il entend lui-même explicitement protéger le modèle de la banque universelle. Donc, de ce point de vue-là, à mon avis, il n'y a pas de mise en œuvre de la promesse présidentielle. Maintenant, toute la question, c'est à condition... étant donné que nous ne coupons pas, que nous ne scindons pas les activités de dépôt de crédit, des activités de marché, que nous nous contentons de filialiser, est-ce que le projet français de filialisation apporte quelque chose? À mon sens, c'est le plus faible de tous les projets européens, même mondiaux aujourd'hui. Il est même beaucoup plus faible que le projet allemand. Alors, pour ce qui est du débat parlementaire en ce moment, donc vous le savez, le texte de loi va être examiné au Sénat. Le sénateur Young, qui est le rapporteur du projet de loi auprès du Sénat, a dans sa mallette un projet d'amendement qui me semble très intéressant, qui est au moins d'obliger la sollicitation des créanciers seniors en cas de difficultés bancaires.
Aujourd'hui, le projet de loi français est même en deçà du projet allemand, puisque le projet allemand prévoit explicitement la sollicitation des créanciers seniors avant que le contribuable lui-même ne soit mis à contribution, tandis que le projet de loi français, non. Et donc, puisque la France officiellement défend la sollicitation des créanciers seniors à Bruxelles, il serait temps qu'elle le fasse elle-même dans son propre pays et que l'amendement Young sur cette question passe. Ce serait minimum minimorum à mon avis. Alors vous expliquez cette frilosité française par l'idée, l'envie de pantouflage qu'auraient tous les hauts fonctionnaires de Bercy. C'est-à-dire une fois leur carrière dans la haute fonction publique terminée, on va dans la banque privée, donc il faut ménager évidemment le futur potentiel employeur. Oui, alors c'est pas la seule explication quand même. C'est pas la seule d'abord, évidemment. Mais vous savez, comme pour les accidents de voiture, il y a plusieurs explications. Oui. Donc c'en est une. La question que je me suis posée, c'est comment se fait-il qu'à Bercy, on soit aussi favorable à des projets de loi qui eux-mêmes, en fait, déroulent des tapis rouges pour les banques. Et disons, en termes de sociologie d'administration, j'ai pas tellement d'autres explications que celle-ci. C'est qu'une partie, pas tous évidemment, heureusement, une partie des hauts fonctionnaires de Bercy ne rêvent que d'une chose, c'est de pantoufler à 45 ans. Pourquoi ? Parce que on a un problème de gestion de carrière de la haute fonction publique en France à 45 ans. En gros, les hauts fonctionnaires brillants culminent dans leur carrière à 45 et s'ils ne pantouflent pas, sont condamnés à végéter dans les bureaux où ils n'arrivent plus à avoir d'avancement de carrière. Pour ceux qui pantouflent, selon qu'ils pantouflent dans une banque ou dans une industrie non bancaire, leur rémunération peut varier de 1 à 10, de 1 à 20, parfois même de 1 à 50. Donc on comprend qu'un certain nombre de ces hauts fonctionnaires soient tentés, quand ils ont 35 ans, d'anticiper sur les désidératas de leurs futurs employeurs et du coup de rédiger des projets de loi qui sont extrêmement favorables au secteur bancaire. Donc il faudrait revoir finalement la carrière des hauts fonctionnaires, c'est ça aussi. Alors je crois que ça c'est un vrai problème de sociologie de l'administration française. Il faudrait absolument rénover le mode de gestion des ressources humaines en fait de l'administration publique en France. C'est un problème qui ne concerne pas simplement Bercy, qui concerne toute la haute administration française, et en particulier veiller à ce que le pantouflage dans les banques ne soit plus possible. C'est de l'ordre de la révolution ce que vous proposez, entre refaire le système bancaire, du moins l'améliorer fortement, refaire éventuellement, gérer différemment les carrières des hauts fonctionnaires, non ? Et cette transition écologique. Alors c'est vrai que, à mon avis, le plus audacieux dans ces 3 points que vous venez de mentionner, c'est la transition. Cela dit, on est quand même un nombre croissant aujourd'hui d'économistes à prendre conscience du fait que sans cette transition, nous sommes condamnés à soit la trappe déflationniste d'un côté, soit des grands cracks financiers à répétition de l'autre. Parce que pour vous, cette transition écologique, elle est facteur de croissance. Alors la question, c'est si on lance cette transition, probablement que l'indicateur du PIB lui-même n'est plus le bon indicateur. Il ne s'agira pas d'augmenter le PIB comme tel, puisque comme vous le savez, c'est un très mauvais indicateur. Si par exemple je pollue une rivière, ça fait augmenter le PIB. Quelle que soit la nocivité de la production, de ce que j'ai introduit dans la rivière. Donc, à mon sens, le problème n'est plus d'augmenter le PIB. Le problème n'est pas d'essayer de gagner de la croissance, même en allant la chercher avec les dents, mais d'orienter notre économie tout entière vers un projet de société qui soit roboratif pour tout le monde, qui consiste à avancer vers une économie décarbonée, plus propre, plus verte et qui ait du sens pour tous. Et ça, c'est extraordinairement générateur d'emplois. La Commission européenne a essayé de chiffrer le nombre d'emplois que pourrait créer la transition écologique en Europe. Et au bas mot, c'est 1 million d'emplois pour la France. Alors, sachant que nous en détruisons actuellement en moyenne 40 000 par mois, 1 million d'emplois créés en France, c'est quelque chose de tout à fait considérable. Il y a 2 dogmes aussi européens que vous remettez en cause, c'est l'austérité budgétaire, enfin du moins les 3% de déficit du PIB, puis surtout cette inflation qu'il faut limiter à 2%. Vous dites finalement, il ne faut peut-être pas se tenir strictement à ces 2 critères. Tout à fait. L'austérité budgétaire aujourd'hui nous condamne à la déflation et donc au scénario japonais. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas être extrêmement, raisonnable et rigoureux dans la gestion publique. Et vous dites que politiquement, ça peut être dangereux aussi. Alors évidemment, parce qu'une fois qu'on est tombé dans la déflation, c'est ce qu'on voit aujourd'hui en Grèce, le parti néo-nazi grec n'existait pas il y a 5 ans. Aujourd'hui, il a environ 10% des intentions de vote des Grecs. Et les années 30 sont là pour nous rappeler ce qui se passe lorsqu'un continent entier tombe dans la déflation. C'est-à-dire que les classes moyennes n'ont aucune perspective de s'en sortir et finissent par élire des clowns. Ça, c'est Beppe Grillo en Italie, ou bien des dictateurs dangereux, ce qui est encore possible aujourd'hui en Europe, faute d'avoir la moindre solution politiquement viable dans le contexte, disons, déflationniste. Je rappellerai simplement que Hitler a été élu en 1933, après 3 années, non pas du tout d'hyperinflation, mais de politique déflationniste austéritaire menée par le chancelier Brüning, que l'histoire, entre-temps, s'est dépêchée d'oublier. Donc ça veut dire quoi, en fait ? Il faudrait continuer à creuser les déficits, alors ? Non, pas du tout. Il faut trouver un moyen de financer sans alourdir la dette publique.
avec la transition écologique. Et c'est précisément ce sur quoi travaille le comité des experts de Delphine Batho en ce moment, pour trouver des solutions de financement innovantes, originales, qui permettent à la fois de donner une bouffée d'oxygène à nos industriels, de créer des emplois, sans alourdir de manière inconsidérée la dette publique française. Alors une chose également que vous écrivez noir sur blanc, la Grèce ne pourra jamais rembourser sa dette. Au moins, voilà, comme ça c'est dit. Ça concourt à pas mal d'illusions que certains ont encore, non? Oui, je crois qu'il faut arrêter de se raconter des histoires sur la Grèce. C'est tout simple. À partir du moment où vous avez un pays dont le taux de croissance est inférieur au taux d'intérêt réel qu'il paye sur sa dette, c'est-à-dire le taux d'intérêt nominal moins l'inflation, alors vous voyez que vous avez d'un côté la taille du gâteau du pays, donc sa capacité à produire de la richesse, qui augmente moins vite que la montagne des dettes, dont la vitesse de croissance est donnée par le taux d'intérêt réel. Dans ce cas-là, la dette publique continue d'augmenter quoi que vous fassiez. C'est mécanique. On pourrait, comme ça m'a été une fois suggéré sous la forme d'une semi-boutade, euthanasier tous les fonctionnaires grecs. La dette publique grecque continuerait d'augmenter. Donc il faut arrêter de se raconter qu'en continuant de prêter à la Grèce, nous allons l'aider à sortir du traquenard où nous l'avons nous-mêmes enfermé. La Grèce ne pourra jamais rembourser sa dette. Donc il faudra l'effacer un jour. Donc il faut l'effacer, c'est une évidence. Et de mon point de vue, le moyen le plus intelligent de l'effacer, c'est de procéder à ce qu'on appelle un haircut, donc d'aider la Grèce politiquement à renoncer à une partie de sa dette, sans la faire sortir de la zone euro, et tout en faisant porter le poids de la perte sur la dette publique grecque par la BCE. Aujourd'hui, c'est la BCE qui est le principal créancier de la Grèce en termes de dette publique. Si la BCE fait des pertes sur ses fonds propres, eh bien, c'est à nous de décider de ne pas recapitaliser la BCE, contrairement à ce que prévoient les traités. Donc évidemment, il faut une renégociation sur les traités européens. Mais si on ne recapitalise pas la BCE, le seul risque que nous courons dans ce cas-là, c'est une légère dévaluation de l'euro, qui sera en plus une excellente nouvelle pour nos industriels. Alors je le disais, c'est un regard, vous êtes économiste mais aussi jésuite, et ce regard que vous avez, est-ce qu'il est d'abord celui d'un économiste ou celui d'un jésuite? Vous n'auriez pas été chrétien, est-ce que vous auriez eu ce regard sur l'économie et sur le système financier actuel? Alors je crois qu'au niveau de l'analyse économique, on n'a pas besoin d'être chrétien pour souscrire aux propositions que je défends. La transition écologique vaut pour tous, elle n'est pas destinée aux chrétiens, pas du tout. Elle peut être portée de manière privilégiée par les chrétiens. Et c'est à ce titre-là que mon statut de jésuite entre en jeu, c'est-à-dire que je crois que la transition écologique, elle peut être portée par deux convictions fortes. La première, c'est le respect de la création, et donc le respect des énergies non renouvelables d'un côté, qui sont, disons, en quantité finie, et puis le respect des énergies renouvelables qui exigent un certain rythme de consommation pour pouvoir être renouvelées. Ça, c'est un point. Et le deuxième point, c'est une solidarité radicale avec les générations à venir. C'est-à-dire que toute la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est est-ce que nous sommes prêts à renoncer à une partie du confort qui est le nôtre aujourd'hui pour pouvoir transmettre une planète habitable dans 2 ou 3 générations, face à des générations qui n'ont pas les moyens aujourd'hui de faire entendre leur voix, tout simplement parce qu'elles ne sont pas encore nées. Et donc, d'une certaine manière, l'expérience chrétienne intervient à ce niveau-là, puisqu'elle rend sensible à la question de la défense des intérêts des plus faibles. Et les plus faibles aujourd'hui sont ceux qui ne sont même pas encore nés pour pouvoir faire valoir leurs droits. Mais quand vous dites que la finance a dévoyé l'économie, c'est finalement normal que les banques cherchent à gagner de plus en plus d'argent. Ça fait partie de leur métier, non? Là, c'est un regard chrétien que vous portez plutôt. Non, c'est-à-dire la question, c'est que les banques essaient de profiter du vide juridique pour maximiser leurs profits à court terme, c'est, disons, la règle du jeu, c'est certain. Et ça renvoie à une défaillance du législateur, et donc derrière le législateur du politique, qui depuis 30 ans a détricoté complètement le droit qui régulait les marchés financiers, le droit bancaire, et qui, de ce point de vue-là, aujourd'hui, est face à un enjeu considérable, qui est de remettre du droit, réinsérer du droit là où nous l'avons retiré. Merci Gaël Giraud, donc auteur du livre Illusions financières qui vient de ressortir aux éditions de l'Atelier. Merci. Merci à vous.